Dans les campagnes, les transactions financières sont peu développées. On a coutume de faire l'essentiel de ses achats au moyen du troc. Le commerce en argent sonnant et trébuchant est réservé aux rares acquisitions de produits manufacturés. Peu de paysans connaissent l'épargne. Quant à la terre, on la conserve envers et contre tout. La terre est un élément sacré, c'est la propriété de la famille, transmise de génération en génération, et elle la fait vivre. Et puis la terre, c'est aussi l'indivision, ce terme magique qui a le pouvoir de mettre toutes les personnes sur un pied d'égalité. À l'exception des contrées dépourvues d'intérêt pour l'appétit sans borne des colons, l'application de la loi brisant l'indivision causa des désastres dans les douars. Il y eut peu de gens réellement préparés à affronter la tempête. Peu s'en remirent d'ailleurs. Ceux qui n'ont pu racheter leurs terres ont sombré dans l'oubli de la pauvreté. Ceux qui ont espéré s'enrichir facilement en ruinant leurs frères n'ont connu qu'un bref sursis, le temps pour eux d'apprendre que l'argent ne mûrit pas au soleil comme les grenades. Ils ont rejoint très vite leurs frères dans les abîmes sans fond de misère. C'en fut ainsi fini de la solidarité, des conseils de famille, de la paisible domination de la solidarité sur l'ingratitude des éléments naturels. Les douars ayant suivi la voie de l'aventure s'appauvrirent rapidement. Bien des gens ne purent continuer à vivre dans la demeure de leurs ancêtres et ils durent s'initier à la douloureuse précarité des bidonvilles. Après la disparition de leur patrimoine aux quatre vents, après s'être vus dépouillés de leur unique moyen de subsistance, après n'être devenus chez eux que des étrangers, l'attraction de l'exil était devenue une force irrésistible. Ce fut dans cette déroute générale que le génie de Rabat trouva sa pleine expression. Si la plupart des gens se retrouvèrent sur la paille, il en alla tout autrement pour lui. On peut même affirmer que cette conjoncture trouble lui permit d'acquérir de nouvelles terres et augmenta considérablement sa fortune. Rabat est d'une autre trempe, d'une autre race que les moutons. Un ancien du Douar a dit que la richesse ne réussit qu'aux prédateurs, et il a raison. Pour s'en convaincre, il suffit seulement de se reporter aux méthodes qu'a utilisées Rabat pour asseoir sa richesse et son immense pouvoir. Elles suffisent amplement à démontrer ses qualités hors pair de carnivore endurci. Durant son premier mariage, Rabat s'était lié avec M. Marcel. Les circonstances de cette amitié sont restées obscures et mystérieuses pendant très longtemps pour les habitants du Douar. La rumeur a alimenté bien des conversations. Rabat n'était-il pas le seul arabe à manger à la même table qu'un colon de l'envergure de M. Marcel? Leur amitié était tellement contre nature que tout le monde a tenté de trouver une explication à cette énigme. On rapporta des versions si contradictoires que peu de gens furent d'accord. Certains chuchotèrent que M. Marcel avait des vues sur la jeune sœur de Rabat. D'autres affirmèrent qu'il s'était converti à l'islam et que Rabat avait épousé discrètement la religion des infidèles. D'autres enfin prétendirent que l'un et l'autre appartenaient au même parti politique, n'acceptant que les grosses fortunes. Rabat était certainement à l'origine de certaines de ces rumeurs. Il adorait en effet se prêter à ce genre de divertissement. En réalité, la rencontre des deux hommes s'était faite de façon assez banale. M. Marcel, qui venait de perdre récemment son père, avait pris l'habitude de fréquenter une maison de jeu située au centre-ville. Cette maison comprenait en outre un petit hôtel à l'étage dont l'usage était réservé aux prostituées et à leurs clients européens. Rabat, qui était parvenu à se faire admettre dans cette maison par on ne sait quelle astuce, la maison étant interdite aux indigènes, fréquentait lui aussi ce lieu.
Lors d'une nuit de débauche et de beuverie, il s'était retrouvé dans l'un des quartiers européens, ivre-mort, déambulant, en proférant des obscénités à l'encontre de l'espèce animale à deux pattes. Ce qui devait arriver arriva. La police accompagna M. Marcel à son domicile et enferma Rabat dans une cellule de la prison pour effectuer un séjour prolongé. Au matin, une fois remis de son ivresse monumentale de la veille, M. Marcel se présenta au poste de police et exigea sur-le-champ la libération de son compagnon. Rabat fut relâché la minute suivante. La police ne pouvait rien refuser à ce puissant colon. Cet incident scella une amitié durable qui ne se démentit jamais. Les deux hommes finirent par se voir régulièrement à la ferme de M. Marcel ou à la maison de jeu. L'audace et l'esprit particulièrement vicieux de Rabat séduisirent son compagnon, qui vit en lui un solide associé potentiel. Histoire de vérifier son hypothèse, M. Marcel s'engagea avec Rabat dans quelques coups financiers faciles et dont le dénominateur commun était l'arnaque. Ces expériences furent concluantes et les deux hommes décidèrent de joindre leurs efforts en vue d'opérations de plus grande envergure. C'est ainsi qu'ils avaient mis sur pied un plan très astucieux destiné à acquérir des terres à moindres frais. Rabat était le rabatteur. Après avoir sélectionné un doigt sous le régime de l'indivision et possédant encore de riches terres, il s'arrangeait pour soudoyer un membre de la famille, de préférence le plus pauvre, en lui proposant un bon prix et une prime importante. Il présentait ensuite le malheureux paysan à M. Marcel, qui s'engageait sur l'honneur à l'employer sitôt la transaction terminée. Le paysan était conduit auprès de l'administration pour y signer son intention de vente. À ce stade de la procédure, l'affaire pouvait être considérée comme réglée. La loi donnant le droit de préemption aux colons, M. Marcel se présentait seul acquéreur et enlevait l'affaire pour une somme dérisoire. La dernière phase de ce plan consistait à rétrocéder discrètement, un peu après, une partie des terres à Rabat. Voilà une des nombreuses opérations qui permirent à Rabat de devenir un des plus gros propriétaires terriens indigènes. Si M. Marcel ne respectait pas sa parole d'engager les pauvres victimes, il n'avait pas à se soucier des commentaires ou de la réputation de voleur qui circulait sur son compte dans le voisinage. Seul Rabat pouvait en souffrir. Aussi, pour parer aux médisants le concernant, il avait mis en place dans les douars un vaste dispositif de correspondants dévoués. Le but était de contrer les arguments de ses ennemis. Rabat savait d'autre part que la partie engagée serait délicate. Il devait jouer très serré puisqu'il empiétait sur les prérogatives des notables indigènes reconnus par les autorités coloniales. Dans un premier temps, il décida donc de brouiller toutes les cartes en utilisant son arme préférée, l'intoxication. Et il en connaissait un rayon. Criant plus fort et plus haut que certains nationalistes, il fit savoir à tous les intéressés que, maîtrisant parfaitement les subtilités juridiques du Code français, il se battrait jusqu'à la dernière goutte de salive afin que les terres spoliées par les infâmes colons reviennent à leurs légitimes propriétaires. Enrobant cette déclaration incendiaire de formulations religieuses appropriées, il fit aussi courir le bruit que, quelle que soit la réponse de l'administration, la situation redeviendrait prochainement à la normale dans les campagnes. Il affirma sérieusement que, faisant suite à ces innombrables pressions, on lui avait assuré en haut lieu qu'une vaste réforme agraire était en préparation. Ce n'était plus qu'une affaire de patience. Il en voulait pour preuve le fait que le dossier était déjà parti en France pour approbation. Il s'appliqua à démontrer que s'il s'était avancé dans ces affaires au péril de sa liberté, c'était avant tout parce qu'il entendait préserver les intérêts de ses compatriotes. Et il soutint une autre affirmation aussi exorbitante. M. Marcel avait l'intention de rafler toutes les terres. Heureusement que lui, Rabat, veillait au grain, car enfin, n'était-il pas le seul en mesure de lui barrer le chemin?
Sa boulimie de l'arnaque était telle qu'il plongea tête première dans une autre de ses spécialités. Retourner en sa faveur une situation définitivement perdue et parvenir à en tirer un bénéfice au passage. Et le pire, c'est qu'il réussissait. C'est ainsi qu'il eut le culot de se présenter dans chaque douar qui l'avait conduit à la faillite pour proposer ses bons services. Et sans que personne ne réclame ses services, il s'ingénia à trouver pour chaque individu des arguments convaincants qui lui permirent de s'ingérer dans sa vie. Il affirma à tous ces braves gens que l'administration coloniale lui avait délégué d'importantes prérogatives concernant les affaires indigènes. Ces pouvoirs, répétait-il, concernaient toutes les affaires courantes. Cela allait par exemple des affaires judiciaires à la distribution de blé, en passant par les voyages. Et comme le soleil n'arrive jamais pendant la nuit, un incident tomba à pic durant sa campagne électorale improvisée et lui permit de s'imposer définitivement. La suite demain.